Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 26 novembre 2015. Tout de suite, le sommaire de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui en fin de matinée une importante délégation ministérielle du Somaliland conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Saad Ali Chérif. Et le Premier ministre Abdelradel Kamel Mohamed a fait une déclaration dans laquelle il dévoile les nouvelles mesures de sécurité prises par notre pays. Vous l'entendrez dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu donc aujourd'hui une importante délégation ministérielle du Somaliland, conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Saad Ali Chérif. Et à l'issue de ces entretiens avec le président Guelleh, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Somaliland a indiqué à la presse nationale avoir profité de cette visite de courtoisie au chef de l'État pour le remercier de l'accueil et de l'hospitalité qui a été réservé à lui et à sa délégation ici à Djibouti. Saad Ali Chérif a ensuite affirmé que les discussions ont essentiellement porté sur les voies et moyens de renforcer les relations déjà privilégiées d'amitié et de coopération entre Djibouti et le Somaliland. La délégation ministérielle conduite par Saad comprenait également le ministre de l'Industrie du Somaliland, Chouaib Mohamed. Cette audience s'est déroulée en présence du représentant du Somaliland à Djibouti, Mohamed Ouarsama. A noté enfin que le représentant permanent de Djibouti en Somaliland, Hussein Omar Kawalié, a pris part à l'entrevue entre le président Ismaël Omar Guelleh et la délégation ministérielle du Somaliland. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier un message de solidarité à son homologue tunisien, Beji Aïd Essebsi, dont le pays a été visé mardi par une attaque terroriste qui a fait 13 morts et une vingtaine de blessés. Et dans son message, le président de la République, qui a condamné avec force un acte odieux et abject, a formulé ses condoléances attristées au président tunisien. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent aussi à moi pour exprimer leur solidarité et compassion aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'à l'ensemble du peuple frère tunisien, ce qu'a écrit le président Guelleh. Le chef de l'État, qui a également formé le vœu d'un prompt rétablissement aux blessés, a décrit les commanditaires et les exécutants de cet attentat comme des agents au service de causes barbares. Ismaël Omar Guelleh a clos son message en réitérant ses condoléances au président Essebsi et à l'ensemble du peuple ami de Tunisie. Mené donc contre un bus transportant des membres de la garde présidentielle de ce pays, cette attaque a eu lieu en plein centre-ville de la capitale tunisienne. C'est bien l'État islamique qui sont à l'origine de l'attentat qui a frappé mardi un bus de la sécurité présidentielle en plein cœur de Tunis, faisant au moins 12 morts. Selon un communiqué publié mercredi, le terroriste est un Tunisien identifié comme Abou Abdallah le Tunisien, muni d'une ceinture d'explosifs. Il s'est introduit dans le véhicule et s'est fait exploser. Toutes les victimes de cet attentat sont donc des agents de la garde présidentielle. Et Habib Zit, le Premier ministre, a appelé les Tunisiens à l'unité. Je voudrais rappeler, c'est ce qu'il a annoncé et je le ferai sans cesse, que le combat contre le terrorisme n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement ou des forces de sécurité ou de l'armée, c'est une responsabilité nationale et le peuple doit comprendre que notre pays est en danger et que nous devons faire front uni. Fin de citation. C'est la troisième fois cette année, après l'attaque du musée du Bardo en mars et celle de Sousse en juin, que la Tunisie est frappée par le terrorisme. L'état d'urgence a été déclaré pour 30 jours. Et depuis les récents attentats successifs survenus à Paris, puis à Bamako et à Tunis, la question sécuritaire occupe l'essentiel de l'actualité mondiale et notre pays, qui a déjà connu des attentats exécutés par les mouvements terroristes somaliens Al-Shabaab alliés à la mouvance Al-Qaïda. Le gouvernement a décidé par décret présidentiel de mettre en place des mesures et dispositions exceptionnelles en vue de renforcer la sécurité ainsi que la surveillance de ces territoires terrestres, maritimes et aériens. Je vous propose d'écouter cette déclaration du Premier ministre. Depuis les récents attentats successifs survenus à Paris, Bamako et Tunis, l'essentiel de l'actualité internationale est occupé actuellement par les mouvements terroristes qui ont perpétré ces attentats. Notre pays, qui a connu au mois de mai 2014
l'attentat du restaurant de la Chaumière, a pris des mesures et dispositions exceptionnelles en vue de renforcer la sécurité ainsi que la surveillance des territoires terrestres, maritimes et aériens. Le président de la République a pris un décret portant mise en place de ces mesures exceptionnelles de sécurité et a placé sous ma coordination, en ma qualité de Premier ministre, pour l'application de ce décret. Donc, il y a le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le procureur de la République, ainsi que l'ensemble des chefs d'état-major et directeurs généraux des forces de défense et de sécurité et des renseignements qui vont travailler ensemble pour passer cette étape qui est un peu difficile à l'heure actuelle dans le monde. À cet effet, les forces de sécurité et de défense sont mises en alerte. Et les points sensibles de la République de Djibouti, leur sécurité seront renforcées, ainsi que les chancelleries qui sont accréditées à Djibouti, ainsi que les cantonnements militaires des forces des pays amis aussi. La sécurité autour de ces cantonnements sera renforcée. Tout attroupement dans des lieux publics est strictement interdit. À cet effet, je voudrais dire à mes compatriotes que ces mesures ont une durée de 2 mois et nous comptons épargner la vie de nos populations et aussi assurer la sécurité des biens et des personnes en République de Djibouti. Et cette affaire judiciaire où la République de Djibouti conclut son contre-interrogatoire de M. Abdourahmane Boré et des témoins de Dubai Port World dans l'affaire soumise à la Haute Cour du Royaume-Uni. Le 25 novembre dernier, l'avocat principal de la République de Djibouti a récemment achevé son contre-interrogatoire d'Abdourahmane Boré, l'ancien président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, et celui d'un certain nombre de témoins de l'opérateur portuaire DP World. Au cours du contre-interrogatoire qui a duré 4 jours devant la Haute Cour à Londres, les demandeurs ont accusé M. Boré d'avoir accepté des pots de vin de DP World afin de favoriser l'obtention de conditions commerciales plus avantageuses pour Dubaï dans ses transactions avec la République de Djibouti. Les demandeurs ont soutenu qu'en acceptant des pots de vin d'entités publiques de Dubaï, Boré a violé ses obligations en qualité de représentant et des négociateurs principaux de Djibouti et il a porté atteinte à la position de Djibouti à propos de la construction, du fonctionnement et de la gestion du terminal à conteneurs de Dorali. La République de Djibouti a en particulier accusé M. Boré d'avoir délibérément dissimulé des informations au gouvernement et d'avoir secrètement reçu des paiements indus à titre personnel. Confronté à ces questions, M. Boré a concédé avoir reçu 500 000 $ par an de DP World sous la forme d'un honoraire de service de conseil par l'entremise d'une société offshore sous son contrôle. Il a également reconnu que DP World avait payé ces montants sur des comptes bancaires suisses. Les documents relatifs au transfert de fonds ont été fournis à la République par les autorités suisses. Un examen des contrats de conseil a révélé que les prétendus services n'avaient jamais été fournis et quand dans le cas où ils auraient été fournis, ils furent en secret et en violation de ses obligations. Le juge a dénommé ces contrats comme des impostures. Au cours de sa disposition, M. Boré n'a pas contredit le fait qu'au travers des paiements reçus dans le cadre des services du conseil ESFLAM et d'un autre contrat relatif à des services de sécurité, il avait perçu plus de 1,3 million de $ de DP World. M. Boré
Boré a admis devant la Cour qu'il n'avait pas avisé le président de l'existence de ces contrats ni des paiements en prétendant qu'il ne pensait pas que cela soit nécessaire. Dans le même ordre d'idées, M. Boré a obtenu, sans en informer le chef de l'État, la promesse d'obtenir une participation de 15% dans la filiale locale de DP World. DP World Djibouti, qui était la co-entreprise partenaire de Djibouti dans le terminal à conteneurs de Doralé. Par la suite, M. Boré recevrait une participation indirecte de 5% dans le terminal à conteneurs de Doralé, tout d'abord au prix d'$1, puis à un prix considérablement réduit par rapport au cours du marché. En obtenant cette participation à titre personnel, Boré envisageait de recevoir 5% des dividendes et 15% des frais de gestion de DP World pour la durée de la convention de concession de 50 ans. Conjointement, Boré a accepté une redevance de tout juste 5% au bénéfice de la République de Djibouti sans apporter la preuve qu'il est à un quelconque moment tenté de négocier au nom de la République une redevance supérieure qui soit plus compatible avec les normes de l'industrie. Eh bien, lorsque l'avocat de la République a présenté les contrats de conseil et d'achat d'actions aux témoins de DP World, y compris à l'ancien responsable pour le pays et à un représentant de leur opération internationale, ils ont chacun déclaré qu'ils n'avaient aucune connaissance de ces accords et qu'ils ne pouvaient pas se formuler sur la question de savoir si les paiements effectués en vertu de ces accords constituaient ou non des pots de vin. M. Boré a notamment fait appel à aucun officiel de haut niveau de DP World afin de réfuter les allégations de corruption. Le juge a en effet particulièrement remarqué leur absence. Il n'y a pas de Mohamed Sharaf, directeur général de DP World par exemple, pas de Sultan Ahmed bin Sulayem, président de DP World. Nous avons entendu le directeur financier qui était fort sympathique, mais qui ne nous a vraiment pas aidé, a également remarqué le juge. En ce qui concerne le terminal pétrolier Horizon, un autre projet de développement à Djibouti supervisé par M. Boré, ce dernier a négocié avec Enoch et a obtenu pour lui-même une participation de 30% dans le terminal, alors tout en obtenant qu'une participation de 10% pour la République. M. Boré a alors perçu des paiements dans le cadre d'un autre contrat de conseil qui à nouveau n'avait rien en commun avec des réels services. Lorsque l'avocat du demandeur a qualifié ce contrat de bidon, Boré a répondu « Je n'ai pas rédigé ces documents, je ne lis pas les documents. Dès lors qu'il me paye, j'ai signé ». M. Boré soutient que les accusations de la République de Djibouti à son encontre sont motivées par des motifs politiques et qu'il a été opprimé par le président depuis 2007. Cependant, lors du contre-interrogatoire, Boré a admis qu'il ne s'était intéressé à la politique qu'après avoir quitté Djibouti en 2008. Il a également admis que lors de son départ de Djibouti en 2008, il était en bons termes avec le président. Nous nous sommes quittés en paix et en des bons termes. En dernier lieu, et c'est peut-être la question la plus importante, Boré n'a pas expliqué pour quelle raison le président pourrait même le considérer comme un rival potentiel à la présidence, puisqu'en vertu de la constitution de Djibouti de 1992, les personnes ayant une double nationalité comme M. Boré ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles. Et en dépit de ces admissions, au cours de du contre-interrogatoire, Boré continue de réfuter les allégations portées à son encontre et le procès se poursuit avec les conclusions finales devant être effectuées dans les semaines à venir. Dans l'actualité également, l'atelier de formation sur la gestion de la sécurité de l'information organisé par le ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications en étroite collaboration avec l'Union internationale des télécommunications s'est clôturé aujourd'hui et c'était au Palais du Peuple. Et la clôture de cet atelier sur la gestion de la sécurité de l'information s'est déroulée en présence du directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoué, et le docteur Nader Al-Safouani, les experts de l'Union internationale des télécommunications spécialisés en cybersécurité. Outre les experts de l'UIT, cet atelier a vu la participation des cadres des différentes institutions de l'administration publique. Cet atelier, qui a duré 5 jours, avait pour objectif la gestion de cybersécurité et renforcer les capacités des pays moins avancés en matière de cybersécurité. Cette formation a par ailleurs permis de couvrir l'environnement du secteur de la sécurité des systèmes d'information. Au cours de cette formation, les participants ont été informés sur les concepts de sécurité, la menace et la vulnérabilité en ligne, et d'autre part, les bénéficiaires ont été formés sur les aspects juridiques de la cybersécurité et sur une meilleure pratique de la sécurité, ainsi que sur le renforcement des capacités pour mieux gérer la gestion. Et enfin, donc, la cérémonie de clôture s'est achevée, comme vous les voyez sur les images, par la remise des certificats d'aptitude à tous les participants de l'atelier de formation.
Autre réunion d'information, cette fois destinée aux autorités locales et responsables des programmes sociaux, s'est tenue ce matin à l'UNFD. Et ce programme communautaire de promotion et protection des droits humains est destiné aux autorités locales et aux responsables de programmes sociaux. Il est organisé par l'Union nationale des femmes djiboutiennes, UNFD, en collaboration avec l'UNICEF. Le maire de la ville de Djibouti, les préfets et présidents des communes de Bel'az, des directrices et directeurs des départements de la santé, de l'éducation, de la promotion de la femme, de la justice, de la jeunesse et de la DDS ont préparé cette réunion. Eh bien, cette rencontre était dirigée par la coordinatrice des projets de l'UNFD, Louria Ali. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme communautaire de promotion et protection des droits humains, Salam, exécuté par l'UNFD avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, implanté dans 27 sites repartis dans la capitale et les 5 régions de l'intérieur. Ce programme initié en 2008 sous le leadership du ministère de la Promotion de la Femme avait été mené jusqu'en 2013. Avec comme priorité la protection des enfants contre toute forme de violence, en particulier la promotion de l'abandon de toute forme d'excision, de l'enregistrement des naissances et la lutte contre les mariages précoces. Votre présence parmi nous aujourd'hui est essentielle, donc nous l'avons sollicité car nous sommes les porte-parole de nos comités de gestion communautaire qui souhaitent créer avec vous des liens de partenariat forts et durables. En effet, ils ont besoin de vous pour mener à bien leur mission et vous pouvez vous appuyer sur eux pour mener à bien les vôtres. Et dans le reste de l'actualité, un atelier de conférence débat sur la position de la charia contre la MGF s'est également tenu aujourd'hui au siège de l'UNEF. Des reportages signés Hamza Mohamed. Se concentra sur la relation entre le militarisme et le droit à l'éducation dans les situations de conflits violents et en situation de paix. La paix chez soi, à la paix dans le monde, défiant le militarisme et mettant fin à la violence contre les femmes. Tel a été le thème retenu d'aujourd'hui. Cette problématique de la prise en charge de ces phénomènes des temps modernes interpelle tous au plus haut point car dans tout le pays du monde, les femmes et les filles sont victimes de formes multiples de violences. Dans une brève réaction, un représentant de l'UNFD nous a expliqué l'importance de sensibiliser les réfugiés en matière de MGF. Cette violence prive les femmes et les filles de leur dignité, porte atteinte à leurs droits fondamentaux et les empêche de réaliser tout leur potentiel. C'est alors l'un des obstacles les plus forts à la cause des femmes dont le coût social et économique nuit au progrès et au développement de la nation. Actualité hors de nos frontières à présent, avertissement ou pas, telle est la question qui oppose Moscou à Ankara. Ankara et Moscou multiplient les démonstrations de force tout en affirmant avoir calmé les tensions entre leurs deux pays. Hier, la Turquie a diffusé le message d'avertissement qu'elle aurait dressé à un chasseur bombardier russe avant de l'abattre en Syrie. La suite dans ses explications. Ankara et Moscou multiplient les démonstrations de force tout en affirmant vouloir calmer les tensions entre les deux pays. Hier, la Turquie a diffusé le message d'avertissement qu'elle aurait adressé à un chasseur bombardier russe avant de l'abattre en Syrie parce qu'il serait entré dans son espace aérien. Les Kremlin estiment au contraire que l'attaque était préméditée. Les médias russes ont même interrogé hier un homme présenté comme le seul des deux pilotes qui aurait survécu. Il n'a pas eu d'avertissement, ni radio, ni visuel. Il n'y a eu aucun contact. C'est pour cela que nous avons poursuivi notre mission de combat, comme d'habitude. S'ils avaient voulu nous avertir, ils auraient pu se manifester en volant sur une trajectoire parallèle à la nôtre. Moscou a annoncé hier l'installation d'un système antimissile près de la ville syrienne de Latakié, à une trentaine de kilomètres de la frontière turque. La Russie a également anticipé le déploiement de l'un de ses navires de guerre près de la Syrie. Quant à la Turquie, elle multiplie ses patrouilles aériennes à la frontière syrienne. Direction le Brésil où le pays est face à une catastrophe écologique sans précédent. Le 5 novembre dernier, 2 barrages ont cédé dans les environs de Mariana dans l'état du Minas Gerais au Brésil. Les conséquences humaines et environnementales sont dévastatrices et continuent encore plusieurs semaines après le drame. Les barrages appartiennent aux sociétés minières brésiliennes et australiennes. En cédant, ils ont libéré des milliers de tonnes de boues toxiques retenues suite aux activités d'exploitation minière
dernière dans la région. La ville de Bento Rodrigues a été purement et simplement rayée de la carte, faisant 12 morts et 12 disparus et environ 600 personnes déplacées. Des manifestations ont eu lieu dans les grandes villes du pays pour protester contre l'impact des multinationales sur l'environnement brésilien et leur impunité. Toutefois, la mobilisation du pays ne suffira pas pour reconstruire toute une région touchée par ce qui s'annonce être comme l'annonce de nombreux médias, la pire catastrophe écologique de l'histoire du Brésil. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention.